نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Alep, les taux de l'armée syrienne en passe de se refermer sur les rebelles. Loin des combats, cette énième réunion à Paris de la communauté internationale. John Kerry a quitté la France pour Genève. Il doit y rencontrer son homologue Sergueï Lavrov. Au Liban, l'optimisme de Saad Hariri sur la formation du gouvernement. Les choses vont de l'avant et pourraient se conclure très prochainement. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre désigné après sa rencontre avec Nabi Berri à Ain el-Tine. Marche arrière en Syrie, en Gambie, après ses appels à manifester. Le président élu appelle finalement au calme. Un peu plus tôt, le président sortant opérait une volte-face demandant de nouvelles élections. Une semaine plus tôt, Yahya Jammeh avait publiquement reconnu sa défaite. La communauté internationale tente toujours de trouver une issue au conflit syrien. Celle-ci s'est réunie aujourd'hui à Paris. Les pays occidentaux et arabes ainsi que la Turquie ont évoqué le sort de la deuxième ville de Syrie. Pour John Kerry, il s'agit de la pire catastrophe depuis la Seconde Guerre mondiale. La Syrie est coupable de crimes contre l'humanité à Alep, a accusé John Kerry depuis la capitale française, avant de s'envoler pour Genève, où il doit rencontrer son homologue Sergueï Lavrov. À Alep, l'aviation syrienne pilonne sans relâche les derniers repères des rebelles. Retranchés dans un périmètre de moins de 15 km², ceux-ci ont tiré des roquettes sur les quartiers pro-régime où au moins 105 civils ont péri en plus de 3 semaines. Le régime contrôle désormais 85% des quartiers que les insurgés tenaient avant le lancement de l'offensive le 15 novembre dernier. Ludovic de Foucault. Les Alépins la surnommaient la rue de la mort. Entre le quartier de Midan sous contrôle gouvernemental et la partie de Boustan al-Bacha tenue par les insurgés, l'artère a été le théâtre des pires combats. Des combats auxquels ont assisté Mohamed et Naja Antaï, 82 et 65 ans. Notre maison se trouvait sur la ligne de front. Ils ont installé un point de contrôle tout près d'ici et on était pris entre deux feux, on ne pouvait plus bouger. Le couple a enduré la peur, le froid, la faim, jusqu'à ce que les soldats du régime ne se rendent maîtres des lieux. Je n'ai pas quitté ma maison parce qu'elle contient tout ce que nous possédons et tout ce que possèdent nos enfants. J'ai été chauffeur de taxi pendant 60 ans et j'ai dépensé toutes mes économies pour meubler la maison. Je n'allais pas partir. Mais on n'était pas resté uniquement pour protéger nos affaires. On avait aussi l'espoir que la situation ne dure pas éternellement. Les combats ont fait rage pendant 4 ans et la guerre a divisé la famille. La maison du fils et des 6 petits-enfants de Mohamed et Naja s'est retrouvée côté rebelle, un quartier repris aujourd'hui par l'armée et depuis, plus de nouvelles. L'histoire des Antaï est celle d'une famille brisée par la guerre, comme des dizaines de milliers d'autres familles d'Alep, une ville qui était avant le conflit la plus peuplée de Syrie. En Irak, la bataille de Mossoul entre dans son 3e mois. L'armée fait face à une forte opposition du groupe État islamique. Les avancées sont très lentes, mais les forces se rapprochent du fleuve Tigre qui divise la ville en deux. Julien Cheida et Brian Quin nous en disent plus. Irakienne avance prudemment. Leur percée a permis à ses résidents de quitter la zone. Ils réclament tous une aide humanitaire d'urgence. Les forces irakiennes sont venues nous libérer. Maintenant, nous demandons au gouvernement et à ses alliés de nous fournir de l'eau et de l'électricité. Les canalisations sont endommagées à cause des combats. Selon les forces pro-gouvernementales, la moitié de l'est de la ville aurait été reprise. Une information difficile à vérifier en raison de l'interdiction de laisser les journalistes étrangers entrer dans Mossoul. En face, le groupe État islamique oppose une forte résistance. Quand les troupes irakiennes gagnent du terrain, elles le perdent presque aussitôt à cause du manque des formations des soldats. En début de semaine, l'hôpital Salam était repris aux mains des djihadistes. Et aussitôt perdu le lendemain par une contre-attaque faisant plusieurs dizaines de victimes. Malgré ce revers, les forces pro-gouvernementales envisagent toujours de reprendre l'aéroport dans le sud de la ville.
Alors que les djihadistes subissent actuellement des défaites en Syrie et en Irak, les autorités craignent le réveil de cellules dormantes terroristes dans le pays. Les forces spéciales de l'armée libanaise ont ainsi mené ce matin des perquisitions dans plusieurs campements de réfugiés dans la Bekaa. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. À Machari el-Ka, la police a saisi des armes de guerre, des fusils de chasse, des munitions et des motos sans immatriculation. À Miryata, Exorta, 12 ressortissants syriens ont été arrêtés par les services de renseignement de l'armée pour avoir circulé sans papier d'identité. Et à Alba, au Liban Nord, un incendie s'est déclaré la nuit dernière dans un campement de réfugiés syriens. 6 tentes ont été brûlées. Plusieurs habitants du camp ont souffert de brûlures superficielles en tentant de maîtriser l'incendie. 2 d'entre eux ont été hospitalisés. La défense civile a finalement réussi à éteindre les flammes. La cause du départ de feu reste pour l'heure inconnue. Je vous le disais en titre, Saad Hariri est optimiste sur la formation du gouvernement. Les choses vont de l'avant et pourraient se conclure très prochainement, a affirmé hier le Premier ministre désigné après sa visite à Ain el-Tineh. Après avoir rencontré Nabi Berri, le chef du Parlement, il a assuré que les choses se présentent bien pour le chef du courant du futur. Nabi Berri a été, je cite, extrêmement positif et soucieux de voir le gouvernement formé. Le ministre égyptien des Affaires étrangères veut minimiser les tensions avec l'Arabie Saoudite. À Bahreïn, Sameh Choukri a ainsi salué la relation spéciale entre son pays et la monarchie du Golfe, réfutant les rumeurs selon lesquelles Le Caire et Riyad seraient en mauvais termes après le soutien de l'Égypte à l'intervention russe en Syrie. L'Égypte a en effet voté en octobre pour la résolution réclamée par Moscou, résolution qui visait à rejeter les appels à arrêter les bombardements à Alep. Le mois dernier, le Royaume avait suspendu ses livraisons de pétrole à l'Égypte, faisant partie d'une aide de 23 milliards de dollars au pays des pharaons. Accord de paix en Colombie, le plus dur reste à venir. Déclaration du Nobel Juan Santos, le président colombien, depuis Oslo. A tout de suite. Pour Juan Santos, le plus dur reste à venir. À Oslo pour recevoir le Nobel de la paix, le président colombien a estimé que de gros efforts de coordination seront nécessaires pour apporter les bénéfices de la paix aux régions qui ont le plus souffert du conflit entre le gouvernement et les FARC. Vous le savez, Juan Santos a conclu le 24 novembre dernier un accord de paix renégocié avec la guérilla marxiste. Le premier jet de ce texte avait d'abord été rejeté une première fois. Une courte majorité de Colombiens le trouvaient trop laxiste vis-à-vis des FARC. On écoute tout de suite Juan Santos. Grâce à cet accord, nous pouvons dire que l'Amérique, de l'Alaska à la Patagonie, est une zone de paix. Et nous pouvons nous poser une question audacieuse. Si la guerre peut s'achever dans un hémisphère, dans une partie du monde, eh bien, pourquoi est-ce que les 2 hémisphères ne pourraient pas être exempts de guerre? Car aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons oser imaginer un monde sans guerre. L'impossible peut être rendu possible. La Russie aurait interféré dans la présidentielle pour aider Trump à gagner. Selon une évaluation secrète de la CIA, Moscou a interféré dans l'élection présidentielle américaine. C'est ce que rapporte le Washington Post. La Russie a-t-elle joué un rôle pendant la présidentielle américaine pour aider Donald Trump à gagner? Le président Obama a des doutes. Il vient de demander une enquête complète. Le porte-parole de la Maison-Blanche l'a annoncé hier, officiellement. Le président, en début de semaine, a demandé un rapport complet sur les piratages informatiques menés pendant la campagne présidentielle. Nous ne voulons pas remettre en cause les résultats de l'élection. Nous voulons juste protéger l'intégrité de notre système démocratique. Pendant la campagne, notamment à 10 jours du scrutin, de mystérieux piratages informatiques ont porté préjudice à Hillary Clinton. Des emails classés secret défense ont été rendus publics et elle a été accusée de négligence.
Donald Trump, dans ses discours, a fait parfois des allusions étranges. La Russie, si vous m'entendez, j'espère que vous allez trouver ces 35 000 emails d'Hillary. D'après le Washington Post, la CIA, dans un rapport secret, mettrait clairement en cause le rôle de la Russie. Pour Donald Trump, ces accusations sont ridicules. C'est devenu risible. À chaque fois que je fais quelque chose, ils disent « Oh, c'est la Russie qui s'en est mêlée ». Ça pourrait être la Russie, la Chine ou n'importe quel type chez lui dans le New Jersey. Le président Obama a exigé que le rapport d'enquête lui soit remis avant le 20 janvier prochain, date de la passation de pouvoir. Et il a promis que les membres du Congrès seront tenus informés. On passe à l'explosion de ce train en Bulgarie à Itrino. Le bilan est d'au moins 5 morts et des dizaines de blessés. Alors qu'il transportait des citernes de gaz, le train a déraillé dans le centre d'un village du nord-est du pays. L'explosion a détruit la gare, des bâtiments administratifs et une vingtaine de maisons. Une trentaine d'autres ont été endommagées. L'incendie était pratiquement éteint à la mi-journée. 110 pompiers et 40 sauveteurs continuent de fouiller les décombres. Dans une conférence de presse tenue en début d'après-midi, le tout nouveau président élu de Gambie, Adama Barrow, a finalement appelé les Gambiens au calme. Peu avant, il avait lancé des appels à manifester après l'annonce par le président sortant, Yahya Jammeh, qui a indiqué qu'il ne reconnaissait plus les résultats de l'élection du 1er décembre. Les explications de Julien Cheïda. Contre toute attente, le président gambien fait volte-face. Il rejette le résultat de l'élection présidentielle, après avoir dans un premier temps reconnu sa défaite. Nous allons retourner aux urnes parce que je veux m'assurer que tous les Gambiens puissent voter grâce à une commission électorale qui serait indépendante, neutre et libre de toute influence étrangère. Yahya Jammeh avait d'abord félicité son adversaire, Adama Barrow, pour sa victoire. Une allocution retransmise en direct à la télévision d'État. Mais depuis, la commission électorale a reconnu une erreur dans le comptage des voix, ramenant l'écart entre les deux principaux candidats à 19 000 voix seulement. Il n'en fallait pas plus pour le chef de l'État. Parmi les réactions à sa déclaration, le Sénégal, voisin direct de la Gambie, condamne et réclame une transition pacifique du pouvoir. Même discours du côté américain, le département d'État dénonce une violation de la confiance des Gambiens. Depuis l'élection, ces derniers espéraient une transition vers un régime plus démocratique, après 22 ans de pouvoir autoritaire. Le résultat du vote ainsi que la libération d'opposants allait dans ce sens. Une semaine de liberté, douchée par le coup de théâtre présidentiel. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. À Alep, les taux de l'armée syrienne en passe de se refermer sur les rebelles. Loin des combats, cette énième réunion à Paris de la communauté internationale. John Kerry a quitté la France pour Genève. Il doit y rencontrer son homologue Sergueï Lavrov. Au Liban, l'optimisme de Saad Hariri sur la formation du gouvernement. Les choses vont de l'avant et pourraient se conclure très prochainement. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre désigné après sa rencontre avec Nabi Berri à Enel Tiné. Marche arrière en série en Gambie. Après ses appels à manifester, le président élu appelle finalement au calme. Un peu plus tôt, le président sortant opérait une volte-face demandant de nouvelles élections. Une semaine plus tôt, Jammeh avait publiquement reconnu sa défaite. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bon week-end. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي